J'ouvre le second débat de ce Sens Public avec ce chiffre, ce constat d'échec. 63% des détenus français récidivent 5 ans après leur libération. Comment inverser la tendance? Que faut-il faire pour accompagner la réinsertion des détenus? Faut-il forcément plus de moyens? Avant d'en débattre, ce reportage de Céline Schmitt, elle suit notamment Cédric à Rennes. Il est passé de sa cellule à une tente de sans-abri. C'est un chiffre qui donne le tournis. Selon un rapport du ministère de la Justice datant de 2024, 63% des détenus français récidivent dans les 5 ans après leur sortie de prison. C'est près de 2 détenus sur 3. Un phénomène que le Sénat souhaiterait corriger. Dans un rapport transpartisan rendu au mois d'octobre, la mission dresse un constat sans appel. Les moyens accordés au suivi des détenus sont qualifiés de faméliques. Cédric, incarcéré pendant 3 ans et demi, en a fait l'expérience. Depuis sa sortie de prison, il est sans abri. Donc moi, je vis dans cette tente-là, en fait. Voilà, j'imagine des gens peut-être un peu plus jeunes, plus fragiles, qui se disent j'ai plus rien, je suis pas en toilette, j'ai pas une douche. Autant que je retourne en prison. J'aurais aimé voir quelqu'un qui me fasse un dernier rendez-vous en me disant voilà, vous repartez sur Rennes, voilà l'endroit, voilà quel bus prendre pour aller à la gare. Et non, on m'a lâché un peu comme ça du jour au lendemain. Le budget accordé à la justice a augmenté progressivement ces dernières années. Mais cette hausse ne profite pas assez à la réinsertion selon de nombreux professionnels. Le rapport du Sénat pointe le manque de CPIP, les agents de l'administration pénitentiaire, dont la mission est justement d'accompagner les détenus et d'éviter la récidive. Ces agents se sont mobilisés 3 fois en moins d'1 an. On nous disait qu'il faut 60 usagers suivis par agent. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 100 personnes suivies pour un agent. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les budgets sont plutôt mis prioritairement sur la construction de nouveaux établissements. Donc il y a un choix qui est fait, c'est des arbitrages politiques qui ont été faits et en défaveur de la filière insertion-probation. Là, parfois, on sent qu'en fait, on va identifier des choses qu'il faudrait mettre en place, mais les moyens en face n'existent pas. Donc on va mettre des personnes suivies dans une situation d'échec et on en est conscient dès le début. Pour tenter de réduire le taux de récidive, la justice développe les aménagements de peine. Aujourd'hui encore, moins d'1 détenu sur 2 en bénéficie. Une autre piste est l'augmentation du nombre d'alternatives à l'incarcération. Objectif, éviter un passage par la prison synonyme de désocialisation et entraînant souvent la perte d'un logement et d'un emploi. Tel type de sanction, est-ce qu'une autre, sous la forme d'un travail d'intérêt général, sous la forme d'un sursis probatoire, est-ce que ça ne devrait pas être envisagé? C'est des vraies questions, mais ça concerne, je dirais que ça concerne plus le juge de l'application des peines. Lui, il intervient après. Mais tous les autres acteurs peuvent s'en saisir. Je pense aux avocats, je pense aux associations, je pense même au monde politique. C'est une réflexion citoyenne. À ce jour, les peines alternatives représentent moins de 20% des peines principales prononcées. Voilà, sujet réalisé à partir d'un documentaire signé Céline Schmitt, Réinsertion, la France à la peine, à retrouver sur publicsénat.fr sur notre plateforme. Et d'ailleurs, Dominique Vérien, vous avez participé à ce documentaire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénatrice centriste de Lyon, présidente de la délégation aux droits des femmes et co-autrice d'un rapport sur l'exécution des peines. Vincent Brengart, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes avocat au barreau de Paris en droit pénal. Jean-Baptiste Juillard, bonsoir et bienvenue. Vous êtes agrégé docteur en philosophie, enseignant à Sorbonne Université, spécialiste des questions liées à la violence politique. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico, éditorialiste pour Sens Public, est resté à mes côtés. Le titre de notre débat, la machine à récidive, la prison française, machine à récidive, avec ce chiffre que je vous redonne, 63% des détenus français qui récidivent 5 ans après leur libération. Est-ce qu'il est structurel, Dominique Vérien, ce constat d'échec? Est-ce que ça dure depuis des décennies? Oui, ça dure et je pense que... Alors, j'ai pas... le chiffre à travers les ans, mais à mon avis, ça ne peut que s'aggraver. Tant qu'on traite ça de cette façon-là, effectivement, tout à l'heure, on voyait le problème des conseillers de probation, d'insertion et de probation. Oui. Et d'ailleurs, dans notre rapport, c'est le seul sujet sur lequel on demande du budget. Parce qu'effectivement, le budget de la justice a fortement augmenté, on ne peut pas le nier. Mais sur l'insertion et la probation, ils ne sont pas assez nombreux. Franchement, ils ne sont pas assez nombreux. On a besoin d'aide. Et je pense qu'on se rend compte que en fait, les peines de prison, ça n'aide pas à se réinsérer si c'est dans les conditions
tels qu'on les connaît aujourd'hui de surpopulation. Donc il faut réussir à mieux accompagner. Et donc, mais le Sénat propose d'ailleurs une peine de probation, mais une vraie, de telle sorte que les magistrats aient confiance dans cette peine de probation. C'est quoi une peine de probation? En fait, c'est le fait de ne pas être en prison, mais d'avoir un certain nombre d'obligations. Les magistrats ne la donnent pas parce qu'ils pensent que la personne va avoir un bracelet, va être chez elle, et en fait ne va pas avoir d'obligations, il n'y aura personne pour surveiller. Là, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un vrai agent de probation derrière qui surveille et qui, si jamais des obligations de soins, des obligations de formation, des obligations diverses et variées, si elles ne sont pas respectées, alors on va en prison. Mais il faut être sévère sur ce qui se passe à l'extérieur. Oui, effectivement. Ça veut dire, Vincent Bringard, que c'est la prison qui fabrique la récidive? C'est la prison qui fabrique la récidive. Et d'ailleurs, il suffit de constater qu'aucune étude aujourd'hui n'est catégorique sur le fait que la prison permettrait de prévenir la récidive. Et c'est vrai que par rapport à la première... Ça protège la société. Ça protège la société, mais il ne faut pas oublier que le sens de la peine est double. La peine sert évidemment à sanctionner l'auteur d'une infraction, mais elle a aussi un rôle dans l'insertion ou la réinsertion. Et on a véritablement le sentiment aujourd'hui que ce deuxième sens et cette deuxième mission de la peine, à savoir cette insertion et cette réinsertion, sont totalement oubliés de la part des pouvoirs publics au profit d'une logique qui est une logique préventive. Et c'est vrai que c'est une problématique qui est à la fois structurelle, c'est un serpent de mer, mais serpent de mer en fait dont on voit qu'il va s'aggraver. Au profit d'une logique répressive. Au profit d'une logique répressive. Et en fait, je pense que ce serpent de mer va s'aggraver aussi parce qu'en fait, justement, puisque nos pouvoirs publics aujourd'hui sont dans une approche essentiellement répressive, en fait, on ne questionne pas la question des paramètres qui conduisent à la récidive. Alors, je disais, Jean-Baptiste Juillard, que la prison, elle est là, la peine de prison pour protéger la société, sauf que si elle fabrique de la récidive, en fait, elle ne protège pas la société. C'est une lapalissade, mais c'est ce qu'on va démontrer peut-être dans ce débat. Je voudrais revenir un instant sur le terme même de réinsertion. Il y a un mot fort qui a été prononcé dans le reportage, qui est celui de désocialisation. C'est un peu comme le mot retraite, il y a quand même un aspect un peu flou, parce qu'on a l'impression que la prison n'est pas dans la société et que les prisonniers ne sont plus dans la société. En disant cela, je ne veux pas minimiser les effets délétères sur la vie sociale des condamnés, mais plutôt poser la question du regard que l'on porte en tant que citoyen sur les personnes qui ont pu connaître une peine de prison. Ça a été évoqué la question de la difficulté à retrouver un logement avec des préjugés qui peuvent être tenaces. Et un des fondements quand même du progrès du système pénal, au XVIIIe siècle avec Beccaria, c'était de faire en sorte que la prison ne laisse pas un stigmate. Donc je pense qu'il y a à la fois des questions internes, des questions de service. Pardon, je l'interromps, mais ça veut dire que... Excusez-moi, c'est très désagréable ce que je viens de faire, mais je reviens sur cette histoire de désocialisation. Ça veut dire que, en fait, à partir du moment où un détenu rentre en prison, le lien est coupé, et l'une des solutions, peut-être qu'on peut commencer à parler de solutions, c'est de maintenir un lien avec la société sous une forme ou sous une autre. Mais je pense que déjà le regard que l'on porte... Même dès le début de la peine, c'est ça? Les prisonniers sont encore des frères, des sœurs, des amis, des parents. Il y a des choses qui permettent d'entretenir ces liens. Je pense que vraiment le fait d'écarter totalement les prisonniers de la perception qu'ils sont encore des citoyens, on pourrait poser aussi la question du fait que les prisonniers peuvent encore voter, je pense que là il y a quand même un sujet à travailler. Moi je suis professeur, c'est des sujets qu'on peut évoquer avec des élèves qui parfois ont pu connaître des cousins et autres qui ont eu des périodes comme celle-ci. Je pense que là aussi il y a un travail qui doit à la fin, in fine, permettre une meilleure réinsertion. Alors, le danger, c'est ce que l'on appelle la sortie sèche, c'est-à-dire sans accompagnement. Écoutez, ce directeur de l'association Emmaüs, Source d'envol, qui nous raconte ce qu'il met en place pour justement accompagner les détenus qui vont bientôt sortir de prison. Regardez. On estime que 65% des personnes qui sortent dans le cadre de sorties sèches de détention, c'est-à-dire sans avoir préparé la suite, sans avoir bénéficié d'un accompagnement, que je dirais sur mesure, retournent en détention. Voilà, nous, l'objectif, c'est effectivement de proposer cet accompagnement à partir d'objectifs qu'on va définir avec les personnes que l'on accueille, donc des objectifs axés sur le travail, sur le logement, sur la mobilité, sur la santé également. Des fois, ça va passer par le fait de renouer avec la famille si les liens ont été rompus durant la détention. Ça va être de passer son permis de conduire, par exemple. Voilà, Anthony Pouliken qui accueille ses détenus dans une ferme qui s'appelle la ferme Kermadeleine. On est en Loire-Atlantique. Donc là, c'est une association qui Dominique Vérien. Mais si j'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est le rôle de ces conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Que d'accompagner. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Normalement, ils doivent aller voir les détenus
en prison et commencer assez vite à réfléchir à la suite, c'est ça? L'idée, c'est ça, effectivement. D'ailleurs, il y a des services d'insertion et de probation qui sont dans la prison et qui suivent les détenus et qui travaillent avec les détenus à leur projet de sortie. En tout cas, c'est ça l'idéal. Oui, ce qu'on voit dans le documentaire de Céline Schmitt, c'est qu'en fait, c'est les détenus qui doivent les contacter, pratiquement, les conseillers d'insertion. Dans les prisons où, effectivement, il y a une forte surpopulation, il y a souvent pas assez de conseillers d'insertion et de probation. Par contre, il y a des prisons dans lesquelles ils sont suffisamment nombreux et là, il peut y avoir un vrai travail constructif qui se fait. Parce que non seulement il faut éviter de couper le lien, mais il faut se dire qu'un certain nombre de gens qui rentrent en prison sont déjà désocialisés en réalité. Et donc, il faut construire cette sociabilité à l'intérieur de la prison pour que quand ils sortent, ils aient un vrai choix de vie et pas le choix d'aller habiter dans une tente et pas le choix de retomber dans la délinquance parce que de toute façon, on ne sera jamais pris dans un emploi. Oui, il y a effectivement c'est peut-être un cliché, mais je pense que c'est aussi une réalité, une spirale de délinquance dans laquelle on peut tomber très jeune. C'est une certitude et c'est vrai que ces voix qui s'expriment, à la fois celles de ces conseillers, celles de ces associations, on se rend compte qu'aujourd'hui, on cherche aussi à les invisibiliser. C'est-à-dire qu'elles sont de moins en moins présentes dans le débat public, notamment lorsqu'il est d'ailleurs question de traiter de la récidive, et au détriment aussi, encore une fois, du sens que doit être et que peut être celui de la peine, invisibilisés aussi parce qu'ils sont un peu méprisés de la part des pouvoirs publics, méprisés parce qu'ils sont confrontés à une surpopulation carcérale, qu'ils agissent avec des moyens qui sont des moyens extrêmement limités et qu'on vient remettre en cause leur rôle au nom de cette logique ultra-sécuritaire qui voudrait qu'en fait, cette logique ultra-sécuritaire viendrait gommer en fait tous ces aspects qui sont pourtant totalement décisifs. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est de trouver un équilibre entre les enjeux sécuritaires et les enjeux de réinsertion. Dominique Vérien qui tique un petit peu. Oui, je tique un peu parce que je pense que non, au contraire, on ne cherche pas à les invisibiliser puisque le Sénat fait un rapport et justement où on met en avant ce rôle très important qu'on souhaite voir jouer par la probation, mais aussi quand le garde des Sceaux propose des prisons différentes, l'idée c'est ça. Quand il dit je ferme les centres éducatifs fermés où il n'y a pas d'éducation, parce que dans centre éducatif fermé, il doit y avoir éducatif, et s'il n'y a pas éducatif, alors je n'en veux pas. Pour avoir des vrais centres où il y a vraiment de l'éducation, c'est bien qu'il prend conscience de ça et qu'il ne veut pas mêler tout le monde et qu'il veut aider chacun à sortir en fonction de... Pardon de vous interrompre, mais ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on se préoccupe de réinsertion qu'on est laxiste ? Parce que moi, j'entends une partie de nos téléspectateurs ou téléspectatrices qui sont en train de se dire ça. Là. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, on le voit... Tous les pays qui ont pris le problème de la prison par la réinsertion plus que par la prison s'en sortent mieux et ont beaucoup moins de récidives. Parce qu'effectivement, c'est bien de mettre quelqu'un à l'abri, mais si quand il sort, il n'est pas mieux que quand il est rentré, ça ne sert à rien. On a mis la société à l'abri pendant quelques années, c'est tout. Mais... Pardon, on va faire le comparatif européen dans 2 minutes. Jean-Sébastien Ferjou, vous voulez prendre la parole? Oui, mais ça me rappelle des conversations que j'ai eues avec Loïc Le Floch-Prigent, vous savez, l'ancien patron d'EF qui a fait de la prison, qui est malheureusement décédé l'été dernier, qui racontait très bien cette expérience, justement, en disant qu'il y avait très peu de moyens réels consacrés à la réinsertion, mais qui décrivait aussi, parce que lui avait essayé d'aider d'autres co-détenus, notamment sur l'alphabétisation. Il y a 2 profils de détenus, c'est-à-dire que moi je ne comprends pas l'idée qui consiste à dire que la prison serait la cause de la récidive. Elle peut certainement être un facteur de la récidive, parce que précisément, il y a une surpopulation, parce qu'il n'y a pas assez de moyens injectés sur l'insertion, mais il y a des gens qui sont, et vous l'avez dit, déjà désocialisés. La criminalité, ça n'est pas qu'un accident. Il y a des gens dont, de toute façon, tout le parcours, et peut-être parce que très en amont, peut-être même déjà à l'école, la récidive, mais exactement. Et je me souviens très bien que Loïc Le Floch-Prigent, ça lui tenait à cœur cette cause-là. Ça avait été une expérience cuisante pour lui, comme on peut l'imaginer. Il disait, il y a 2 profils. Il y a des gens dont on voit très bien qu'ils sont très difficilement récupérables. Et il y a des gens sur lesquels, à l'inverse, il faut investir. Et je sais qu'il a essayé d'en aider ensuite dans d'autres entreprises qu'il a pu avoir. Malheureusement, cela, effectivement, probablement, l'État ne fait pas assez sur eux, mais n'ignorons pas quand même que les autres, le problème, il est en dehors de la prison. Parce qu'effectivement, Jean-Baptiste Vuillard, la prison, c'est aussi, pour certains, une sorte de rite de passage.
On va pas gommer cette réalité. Alors je vais pas dire que tous ceux qui sont dans cette logique sont irrécupérables, mais voilà, est-ce qu'il faut mettre les moyens sur les détenus pour lesquels les chances de réinsertion sont plus importantes que d'autres? Ça peut être perçu comme vous le disiez, un rythme, une espèce de galon ou passage obligé, mais je pense que ce sont des logiques qu'on peut briser. Je reviens quand même sur la question du laxisme. Et là, il y a une vraie tension entre une attente sociale quand même sur une forme de dureté de la prison, qui renvoie à la fonction initiale de la peine, qui est quand même de protéger la société, mais qui est en fait contre-productive. Et il est très difficile, en fait, je pense, d'avoir un débat serein sur la question de l'efficacité réelle des peines. Parce qu'il y a aussi des charges affectives, il y a la question de la place de la victime. Et je pense que tout ça amène finalement à ce qu'on ait des situations où on est en deux logiques opposées et on n'arrive pas vraiment à déterminer le sillon qui, de manière assez objective, permettrait au bout du compte une société plus pacifiée avec des détenus qui ensuite sont vraiment réinsérés socialement. Allez, c'est l'heure de ce comparatif européen que je vous ai promis il y a 2 minutes. C'est Stéphane Duguet qui s'est plongé dans les statistiques de nos voisins. Rebonsoir Stéphane, est-ce que nos voisins font mieux que nous en matière de récidive? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question de manière affirmative parce que chaque État ne calcule pas de la même manière la récidive. Est-ce qu'on parle de réarrestation, de nouvelles condamnations, de réemprisonnement? Les définitions, elles varient d'un pays à l'autre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une fourchette au niveau européen qui date de 2023. Il y a dans les différents pays d'Europe un taux de récidive dans les 2 ans après la sortie de prison qui est compris entre 30 et 50%. On parle bien ici de récidive dans les 2 ans. La France est donc dans la moyenne haute, si on prend ces chiffres-là, puisqu'à 2 ans, on compte 47,8% de récidive dans l'Hexagone. Alors, qui fait pire ou qui fait mieux que la France? Alors, parmi les États européens où le taux de récidive est supérieur à la France, on peut citer l'Italie. Chez nos voisins transalpins, le taux de récidive est estimé à 70%, mais il y a aussi beaucoup de meilleurs élèves que la France. L'Espagne, par exemple, les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur espagnol porte sur la récidive à 10 ans. Une étude qui passe au crible le parcours de 20 000 prisonniers libérés en 2009 et les conclusions sont assez parlantes. Le taux de récidive est là de 20%. On peut aussi regarder vers les Pays-Bas dont vous parlez dans votre rapport, Dominique Vérien. Le taux de récidive était de 26% 2 ans après la sortie de prison des détenus. Un dernier exemple à côté de chez nous, l'Allemagne. Le taux de récidive est là de 42% 3 ans après la fin de la détention. Et puis alors on va citer aussi la Norvège. Alors là c'est le même principe que nous, donc c'est taux de récidive 5 ans après la libération des détenus, ça donne quoi? Voilà, donc on parle ici des prisonniers qui, 5 ans après leur sortie, sont à nouveau condamnés. Définition similaire à celle de la France. En Norvège, on observe une récidive chez 25% des détenus, très loin donc des 63% de la France, mais ça n'a pas toujours été le cas, vous le voyez. En 1980, il y avait 70% de récidive en Norvège. Aujourd'hui, donc, c'est 25%. Pour faire baisser ce taux, les Norvégiens ont développé dans les années 90 les aménagements de peine, les prisons semi-ouvertes, un véritable travail de réinsertion dès l'entrée en prison. La formation des gardiens est aussi différente. Ils reçoivent une double formation, moitié surveillant pénitentiaire, moitié travailleur social. Pour éviter la récidive, l'idée norvégienne était donc d'isoler le moins possible les prisonniers de la société, de bien les suivre et de bien les accompagner. Merci beaucoup Stéphane. On y revient sur cette désocialisation dont vous parliez tout à l'heure. Tiens, il y a une question d'un de nos téléspectateurs sur qu'est-ce qui peut marcher? Est-ce qu'on a les données pour l'évaluer? Richard de Nevers qui dit, est-ce qu'il y a des données sur le type d'aménagement de peine qui marche le mieux? Bracelet électronique ou semi-liberté? Est-ce qu'on peut répondre à cette question, Dominique Vérien? Ou est-ce qu'on manque finalement de statistiques fiables? Alors ça, si on commence à parler des statistiques du ministère de la Justice, on en a pour longtemps. Non, on n'a pas de statistiques. Même sur la récidive, c'est très compliqué parce qu'effectivement, on n'arrive pas... Nous, on avait fait quelque chose sur la récidive du viol, mais en fait, on ne sait que si on a récidivé sur du crime. Mais un crime, ça peut être plein de choses et pas forcément du viol. Donc c'est franchement très compliqué. Donc on n'a pas vraiment de chiffres. Par contre, effectivement, ce que nous montrent nos voisins européens, c'est que quand il y a un vrai suivi, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher la personne. Parce qu'effectivement, si on a un cadre, je pense que c'est ça qui est important. Et d'avoir vraiment un cadre et un accompagnement, ça fonctionne mieux que si jamais la personne est livrée à elle-même et qu'on lui dit franchement, c'est pas bien ce que tu as fait, il faut que tu fasses mieux la prochaine fois, quoi. Parce que ça ne marche pas. Si on voit que c'est parce que la personne n'est pas formée, si on voit que c'est parce que de toute façon, là où elle a grandi, son entourage, ça va pas, il faut réussir à sortir de ça. Si on voit que c'est lié à des addictions, enfin, il y a vraiment tout un
tout un panel de choses à regarder pour pouvoir réorienter vers la meilleure des solutions. Et parfois, alors vous savez que je travaille pas mal sur les violences sexuelles, parfois il faut quand même apprendre carrément à qu'est-ce que c'est mon corps, qu'est-ce que c'est le corps de l'autre. À la prison de Joulaville, ils travaillent sur le zizi sexuel pour que... Enfin, il y a un vrai travail à faire avec chaque détenu en fonction de sa particularité. Et donc c'est vrai que ça demande un investissement, mais qui peut être très rentable si ça nous vide nos prisons parce qu'ils ne reviennent pas. Alors, deux réactions assez antagoniques ou opposées. Oscar qui nous écrit de Carcassonne. Pourquoi la réinsertion commence si tard en France? Pourquoi on ne le fait pas dès le premier jour en prison? Et puis alors, à l'inverse, Flavie Villars-les-Dombes qui nous dit « Vous parlez de réinsertion, de meilleures conditions de vie dans la prison, mais c'est pas l'hôtel. Est-ce qu'on ne risque pas d'envoyer le message que la prison n'est pas vraiment une punition ?» Je veux bien entendre l'avocat, Vincent Bringart, là-dessus. Le message qu'on envoie à la société, finalement. Si on parle autant de réinsertion, est-ce qu'on envoie un message « La prison, c'est pas vraiment une punition » ? Non, je ne pense pas qu'en fait, on envoie ce message-là. C'est ce qu'entend une partie de l'opinion. Mais justement, c'est aussi notre rôle de vulgariser et d'expliquer que la prison n'est pas nécessairement une solution. Et on parlait tout à l'heure de la question des mesures alternatives. Et de constater en fait que même en cas de peine alternative, vous n'avez pas par exemple de taux de récidive qui serait supérieur à des taux qui seraient liés à des peines d'emprisonnement. Et je pense que ça, c'est véritablement lié à la manière aujourd'hui dont l'opinion est nourrie, avec une approche qui est extrêmement générale. Déjà, une approche extrêmement générale sur le fait de la récidive, mais dont on voit en fait qu'on ne comprend même pas la réalité statistique qui se cache derrière. C'est-à-dire que de quelle infraction on parle, de quel laps de temps on parle, est-ce qu'on parle de 1 an, 5 ans, 10 ans, on a vu la variété des avec les pays. C'est-à-dire qu'on reste... mais ça ressemble malheureusement à un travers de nos sociétés modernes qui est une société qui devient une société de plus en plus de conviction. C'est-à-dire l'idée en fait qu'il y aurait une espèce d'augmentation significative de la récidive sans pour autant que ça soit adossé à une réalité quantifiable, statistique, en lien avec des études sérieuses. Donc je pense que déjà, il y a ce travail à fournir. Et puis de se dire, en fait, peut-être que ça exige du temps, peut-être que ça exige des moyens, mais en même temps, ces moyens, aujourd'hui, on les met à profit pour lutter contre la délinquance. Peut-être qu'on peut lutter aussi contre la délinquance différemment, et lutter contre la délinquance différemment, c'est notamment, encore une fois, prendre en considération les déterminants, prendre en considération les paramètres qui peuvent conduire au passage à l'acte. Et évidemment, lorsque vous disiez tout à l'heure que sur cette question de la prison qui nourrit la récidive, c'est vrai qu'on a deux cas de figure. Il y a des personnes qui, effectivement, de toute façon, sont déjà dans une spirale qui est une spirale criminelle ou délictueuse, mais vous avez aussi des personnes, en fait, et c'est ce qu'on disait, je veux dire, qui se retrouvent désocialisées. Que propose-t-on à ces personnes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité d'une journée en détention, c'est de passer plusieurs heures entre quatre murs, avec un accès compliqué aux activités, accès compliqué à la bibliothèque, accès compliqué aux conseillers de probation parce qu'il est déjà surmobilisé par les multiples demandes, et accès encore plus compliqué à l'emploi. Et donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je peine à comprendre en fait l'argument qui consisterait à dire que il s'agirait d'avoir une prison Club Med. En fait, il s'agirait tout simplement de pouvoir allier les différentes attentes qui se posent, parce que je ne pense pas que ce soit satisfaisant d'avoir des personnes qui ressortent de la détention totalement désocialisées. Jean-Sébastien. Et peut-être en plus avec aussi une réalité de rapport de force extrêmement violent dans les prisons. C'est-à-dire que malheureusement, on ne sait pas protéger les prisonniers. Celui qui essaye d'avoir un bon comportement est soumis à la pression de ceux qui sont des criminels endurcis. Je me souviens d'une étude que j'avais vue aux États-Unis. Ça avait été présenté sous forme visuelle. Ils avaient fait, c'était un plan des 5 quartiers de New York où vous voyez l'adresse exacte des gens qui étaient emprisonnés dans l'État de New York. C'était pas le Bronx plus que Manhattan, c'était des immeubles en particulier. Et la conclusion que j'en tire, c'est que c'est une cage d'escalier. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui, par la pression qu'ils exercent sur leur environnement, entraînent les autres aussi dans une spirale de criminalité. C'est valable à l'extérieur, c'est valable aussi à l'intérieur de la prison. Et c'est vrai que l'État, probablement, ne permet pas assez aux détenus qui auraient peut-être plus de chances de s'en sortir, de le faire parce qu'ils sont livrés à la pression des autres. Un mot de vraiment très rapidement, parce qu'effectivement, il y a du renseignement aujourd'hui pénitentiaire. Il y a du renseignement pénitentiaire qui conduit aussi à ce qu'il y ait des traitements différenciés, des placements à l'isolement et des centres de détention qui sont spécifiques en lien avec le type de criminalité. Donc il faut quand même rappeler cette évidence. C'est ça, d'où l'idée d'avoir des centres spécialisés, de telle sorte que, effectivement, quand un jeune arrive, on lui présente pas son patron, quoi. Et on sait bien que quelqu'un qui est en prison parce qu'il a tué quelqu'un sur la route, la probabilité pour qu'un hélicoptère vienne le chercher dans la cour est faible. Donc il n'a pas besoin de la même protection que quelqu'un qui, effectivement, est un patron du narcotrafic et qui va embaucher ses petites mains dans la prison normale. Ce débat, il est passionnant parce que ça pose la question du sens de la peine, Jean-Baptiste Juillard.
d'une peine utile à la société. C'est à ça qu'on essaye de répondre. Exactement, et je trouve que la question de votre téléspectatrice, qui effectivement exprime une opinion assez répandue, elle pose la question fondamentale à savoir où se situe la punition dans la prison. En principe, c'est en soi la restriction de liberté. Et ensuite, est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est perçu par les autres comme un plaisir, le fait que des prisonniers puissent avoir accès, par exemple, à des cours de philosophie? J'ai des collègues qui enseignent des cours de la philosophie en prison. Et là, l'intérêt civique collectif, c'est justement, comme vous l'avez rappelé, la compréhension du sens de la peine et l'acceptation des normes juridiques et morales en vigueur dans une société, puisque on évoquait tout à l'heure parfois l'idée que le passage en prison puisse être presque méritoire, une sorte de rite de passage. Mais il l'est dans la mesure où on n'accepte pas ce pourquoi on a été condamné sur les questions liées au trafic de stupéfiants ou à autre chose. Et c'est là qu'il y a un travail extrêmement profond à faire et qui doit, à mon sens, commencer le plus tôt possible pour qu'on sorte convaincu et avec une adhésion aux normes, encore une fois, juridiques et sociales. Alors, on s'est concentré sur un certain nombre d'exemples européens. Jean-Sébastien, vous êtes tombé sur une étude universitaire finlandaise. Alors, elle n'est pas directement consacrée à la récidive, mais elle éclaire quand même notre débat. Pourquoi ? Oui, parce que c'est une étude elle est toute fraîche, elle vient d'être publiée en décembre 2025 par le National Bureau of Economic Research, le NBER, qui est un vrai organisme américain absolument sérieux. Ce n'est pas un think tank politisé. Ce sont des universitaires finlandais qui ont réalisé cette étude-là à partir d'une étude très vaste réalisée en Finlande pendant 2 années entières, 2017-2018, sur un échantillon de 2000 personnes à qui on avait donné un revenu universel et on les comparait à un échantillon de à peu près 175 000 personnes pour neutraliser tous les facteurs. Qu'est-ce que ça disait? Ça disait que ce revenu universel n'avait eu absolument aucun impact sur la criminalité. Autant dire que les conditions socio-économiques dont on nous dit souvent qu'elles sont la cause première, voire exclusive de la criminalité, eh ben, ça n'est pas le cas, parce que c'était à peu près 30% des gens de l'échantillon de part et d'autre qui devenaient criminels, ou 10% qui étaient victimes de crimes. Et ils ont vraiment travaillé dans le détail, c'est ça qui est intéressant, ils ont compilé toutes les données administratives de tous les tribunaux du pays pour mesurer exactement, en neutralisant les impacts, comme je disais, de genre, en neutralisant les impacts de est-ce que vous habitez dans une ville, à la campagne, dans un quartier riche, dans un quartier pauvre. Bref, il n'y avait aucune différence entre les gens qui bénéficiaient de ce revenu universel et ceux qui n'en bénéficiaient pas. Sauf que précisément, là où ça a un lien peut-être avec la récidive, c'est que en France, assez largement, il y a, alors ce que certains appellent trivialement la culture de l'excuse, mais qu'on pourrait dire autrement, peut-être une vision assez sociologique de la criminalité. Et ça inspire tout notre système éducatif, y compris dans son versant correctif, comme notre philosophie pénale, puisque ce serait parce que les individus sont pauvres, en quelque sorte, qui seraient criminels. Cette étude-là, elle le dément. Alors, cette étude, est-ce qu'elle se contente du constat que vous venez de décrire, ou est-ce qu'elle propose des conclusions pratiques pour lutter contre Son objet n'est pas de proposer des conclusions pratiques, mais oui, elle évoque d'autres travaux qui ont pu être faits, qui montrent que certaines choses, comme des investissements dans les forces de police, peuvent produire des effets dans l'éducation, et aussi beaucoup sur le fait des études qui ont été faites en 2022 notamment, en ciblant directement, et 2023, en ciblant directement les auteurs d'infractions. Mais c'est dans le fil de ce que nous étions en train d'évoquer. Le problème, c'est que si on le ramène à la réalité française, par exemple, mais en France, on est très conservateur pour un certain nombre de choses. Si vous regardez la carte du nombre de policiers ou de gendarmes, on n'a pas suivi l'évolution de la population. L'INSEE nous dit qu'il y a 50% de la population qui vit dans des zones périurbaines. C'est la zone où il y a aussi le moins de policiers ou de gendarmes. C'est 1 policier pour 119 habitants à Paris et c'est 1 pour 500 et quelques en Grande Couronne. Et donc ça a à voir avec le fait que nous ciblions mal aussi les individus, parce que la récidive, encore une fois, elle naît en dehors de la prison. Elle peut être alimentée en prison. Autre chose sur le ciblage. Dans le Val-de-Marne, une étude criminologique a été faite qui montrait que le noyau dur de la criminalité juvénile, c'est-à-dire des individus qui avaient déjà eu 17 contacts au moins avec des mineurs, avec la police ou la justice, c'était environ 50 personnes. Donc si vous le projetez à l'échelle des 19 départements qui correspondent à des zones périurbaines, ce sont 2000 personnes. Est-ce que suivre 2000 personnes, c'est réellement aussi impossible que ça en a l'air? Parce que parfois, on est pris un peu dans cette espèce de problème, on a l'impression que c'est une réalité insurmontable. Peut-être que si on y consacrait un peu plus de temps et de moyens, ça ne l'est pas tant que ça. Mieux ciblé, finalement. Très clairement, c'est ce que je disais justement avec les prisons spécialisées. Quand on a des jeunes, dans ce qu'on préconisait, nous, c'est non seulement mieux cibler et aussi punir tout de suite. C'est aller plus vite pour qu'il y ait
trouver une vraie réponse entre l'acte et la conséquence de l'acte. Et entre autres, pour les jeunes, c'est pour ça qu'on se disait, pas des peines de 6 mois qui sont désocialisantes, on est tout à fait d'accord, ou même 3 mois, parce qu'on va perdre son travail, ça va être compliqué, mais 15 jours tout de suite, à la première incartade, ça permet de tout de suite donner des limites. Alors, il y en a qui continueront parce qu'effectivement, ils sont dans cet environnement-là et que ça va être compliqué. Mais pour certains qui se sont juste un peu perdus, ça peut les remettre tout de suite aussi. Mais à condition de ne pas les mettre là où ils vont rencontrer leur futur patron, là où ils vont être dévoyés vers quelque chose auquel ils n'auraient peut-être pas pensé s'ils n'étaient pas allés en prison. Donc vraiment des centres. Et sur les plus jeunes, vraiment le mot éducatif est au moins aussi important que fermé. Et c'est pourquoi je pense que là où ça jouait pas son rôle. Parce que l'idée, évidemment, on met la personne en dehors de la société, on protège la société pendant qu'il est en prison, mais il va être libéré. Il va être libéré. Et donc, il faut bien désactiver cette violence, si c'est de la violence, pour justement protéger la société. Ouais. Est-ce que, alors je reprends l'expression de la culture de l'excuse, est-ce que vous, d'abord, c'est plus complexe que ça. Bien sûr, mais bon... De manière triviale, pour le résumer. Mais tout le monde va le comprendre. Et malheureusement, les riches peuvent aussi m'être malhonnêtes. Tout le monde va le comprendre. Est-ce que ça irrigue la philosophie de notre politique pénale ? En partie, vous permettrez de citer La Bruyère qui disait « Si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d'esprit en est le père ». Il montrait déjà qu'il y a plusieurs facteurs, je crois que ça est bien illustré par l'étude que vous avez évoquée. Alors, expliquer, ça n'est pas excuser. Durkheim au 19e, quand il parle de crime, il dit voilà, en fait, il y aura toujours des crimes, c'est le fonctionnement social. Et les sociologues, ils n'amènent pas forcément des excuses sur le plan moral, ils amènent la compréhension des mécanismes qui passent à l'acte, qui justifient le passage à l'acte, enfin qui permettent de le comprendre. Et ensuite, après, il revient aux politiques de prendre des décisions. Donc là-dessus, je pense qu'il faut à la fois s'appuyer solidement sur des connaissances et une objectivation des trajectoires sociales, et ensuite bien distinguer le champ de la décision. On l'a vu aussi sur d'autres domaines. Il ne faut pas forcément, effectivement, aller vers quelque chose qui serait de l'ordre de la remise en cause totale de la responsabilité des personnes. Maintenir ce principe qui est au fondement aussi de notre système pénal. Ouais. Alors je voudrais qu'on revienne sur des questions très concrètes parce que pour limiter la récidive, encore faut-il que les anciens détenus ils trouvent un toit ou un emploi à leur sortie de prison. C'est ce qu'explique cette conseillère d'insertion et de probation qui a été rencontrée également par Céline Schmitt dans le cadre de son documentaire. Quand quelqu'un rentre en détention, souvent, s'il avait un emploi, il va le perdre. S'il avait un logement, il ne va pas pouvoir payer parce qu'il n'a plus de revenus, donc il va perdre son logement. Et aujourd'hui, quand on prépare la sortie avec une durée de peine et la fin de peine aussi qui manque de lisibilité aujourd'hui, on va se retrouver avec quelqu'un qui, de jour au lendemain, peut ressortir sans logement, sans travail, et à qui on va dire bon, maintenant, t'es bien gentil, mais t'arrêtes de commettre des infractions et il faut que tu te réinsères. En fait, ça ne marche pas comme ça. Réinsertion, la France à la peine, ce documentaire de Céline Schmitt, il est à voir sur publicsena.fr, sur notre plateforme. Et il sera aussi rediffusé la semaine prochaine, mercredi 17 décembre à 17h30. Je retiens, j'ai voulu qu'on entende cet extrait. Elle nous dit « La fin de peine qui manque de lisibilité aujourd'hui ». Je veux bien vous entendre là-dessus, Vincent Bringard, parce que on sait à quelle date un détenu va sortir. Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'il y a eu de multiples modifications législatives apportées sur la question des aménagements de peine, des crédits de peine, des réductions de peine, et par conséquent, en fait, c'est ça qui manque de visibilité. C'est-à-dire que est-ce que, par exemple, les crédits de peine seront accordés ou pas aux personnes qui sont détenues, et en fait, et donc on est en difficulté pour anticiper la date précise de sortie. Exactement, parce qu'en fait, vous avez une date qui est une date estimée. D'ailleurs, nous, par exemple, lorsque on défend quelqu'un qui est en détention, le greffe peut nous adresser une fiche pénale, et en fait, sur la fiche pénale, vous avez une durée estimative de fin de peine. Donc, vous n'avez pas de durée décisive et définitive dans les indications qui sont apportées. Mais pour le reste, je pense qu'il y a une confirmation de ce qu'on disait tout à l'heure sur cette spirale de la désocialisation qui est évidemment un élément central. Et je rejoins aussi ce qui était dit tout à l'heure sur cette question du rapport à la culture de l'excuse. Moi, je pense que c'est ce à quoi la tentation à laquelle nous devons aujourd'hui résister, c'est cette idée effectivement que c'est cette culture de l'excuse ferait qu'en fait l'explication devrait être totalement, là aussi, effacée parce que derrière cette explication, il y aurait une culture d'excuse. Moi, je pense pas. Je pense qu'il peut y avoir une explication, il peut y avoir encore une fois des paramètres qui sont des paramètres de compréhension, mais qui ne sont pas du tout exclusifs d'une sanction pénale à proportion des faits. Souvent, je crois qu'on peut mettre différentes choses. C'est pour ça que je disais que c'était très trivial comme expression, parce que c'est plus complexe. Certainement, certains y mettent ce que vous y décrivez, d'autres y mettent simplement une autre idée en disant on a trop voulu excuser le fait que les
parcours de certains individus les mènerait plus spontanément vers la délinquance. Regardez sur le trafic de drogue, il y a quand même, on l'a entendu, un certain nombre d'élus qui disent « mais que voulez-vous que les gens font puisqu'ils n'ont pas d'autres sources de revenus ?» Là, je peux vous citer une étude néerlandaise qui montrait que sur 700 criminels actifs dans la criminalité, il y en avait 125 qui étaient d'origine turque, et ben aucun n'était clandestin, et il n'y en avait que 25% qui bénéficiaient d'aide sociale, parce que ça n'était pas les Turcs, ou les Néerlandais d'origine turque, les plus pauvres vivant aux Pays-Bas. Donc il n'y a pas de connexion évidente entre les... Oui, mais c'est important parce que justement... Mais on a bien compris. Bien souvent, c'est... Ouais. Mais je reviens sur cette histoire de... Sèches, hein, voilà, sortie sèche, pas de toit, pas d'emploi. Et sur le délai où on ne sait pas. En fait, sur les peines courtes, on voit que... pour essayer de désengorger les prisons, il a été décidé un jour, et c'est le législateur qui l'a fait, la libération sous contrainte de plein droit. Ce qui fait que, effectivement, on sort avant la fin de sa peine. Et sauf que sur des courtes peines, parfois, à peine on est arrivé que déjà on repart. Et donc là, on n'a aucune prise en charge. Et c'est ces cas-là où, effectivement, là, il n'y a aucun accompagnement, aucun travail, on n'a pas le temps de mettre en place quoi que ce soit. Et du coup, la personne, en fait, elle était plus ou moins désocialisée puisqu'elle arrive en prison et en règle générale c'est quand même un peu lié et elle va ressortir sans aucun accompagnement et sans aucune aide. Et donc ça fait partie aussi des choses. Alors personne ne nous a soutenu que c'était une bonne chose et tout le monde nous a demandé de retirer cette libération sous contrainte de plein droit. Ça fait vraiment partie de nos préconisations et on veillera à ce qu'elle soit appliquée. Avec un chiffre, on parlait d'hébergement, 26% des détenus qui déclarent n'avoir aucune solution d'hébergement en prévision de leur sortie. C'est ce qu'on a vu dans notre reportage ouverture, quelqu'un qui va se retrouver à la rue. C'est Emmaüs, c'est ce catholique qui donne. Les CEPIP travaillent à ça. Pour le coup, enfin, les prisons que je suis, je vois que les CEPIP sont quand même assez engagés. Les conseillers de probation et d'insertion et de probation. Et sincèrement, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, et très sincèrement, en tout cas dans mon département, où on a et un centre, une prison et une maison d'arrêt, il y a un travail qui est fait pour pouvoir les loger. Le problème après, c'est où ? Parce que c'était logé départementalement, et là aussi, il y a un petit souci, parce que justement, alors c'est très intéressant ce que vous disiez, parce que nous, on se retrouvait avec des cages d'escalier dans certaines communes où tout le monde sortait de la même prison, et donc pour les mêmes raisons, et là pour le coup, le réseau, on sait que ça fonctionne, et quand le réseau il est dans la cage d'escalier, c'est quand même un peu ennuyeux. Oui. La réinsertion, c'est la réinsertion dans le trafic. Donc du coup, l'idée, c'était de pouvoir un peu plus éclater et travailler au niveau régional plutôt que départemental, et ça se fait. Ouais. Il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on parle quand même d'emploi, du rôle des entreprises. Signaler que la Fondation M6 vient de recevoir un grand prix de la philanthropie. Ça peut surprendre, elle œuvre depuis 15 ans à la réinsertion en tentant de convaincre des entreprises d'embaucher des détenus à leur sortie de prison. Et je vous parle de ça parce qu'on a un de nos téléspectateurs qui réagit, Vincent, qui écrit de Plérin. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à un employeur ou à un salarié d'avoir des réticences à travailler avec un ancien détenu ? On parle quand même de quelqu'un qui a fait de la prison. C'est-à-dire qu'on est ancien détenu à vie. Enfin, c'est Jean Valjean, c'est les misérables, quoi, d'une certaine façon. Le problème, c'est vraiment ce stigmate, et il est très difficile de travailler sur les préjugés qui habitent la société. Alors je pense qu'après, il y a une différenciation qui peut se faire au niveau de ce pourquoi les personnes en question ont été effectivement en prison. Et après, c'est un travail collectif, politique, social, éducatif, de contribuer encore une fois à ce regard d'accueil des personnes qui doivent se réinsérer. Il y a un droit à l'oubli, mais est-ce qu'il est respecté ou est-ce qu'il est facile à respecter ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends tout à fait la réticence qui peut exister, mais là aussi, je pense que c'est un travail d'ensemble qui peut permettre de faire changer ce regard sans forcément stigmatiser le fait même qu'il y ait une réticence initiale. Je ne pense pas qu'il faut que ce soit le fin mot de l'histoire, sinon on n'arrivera pas à vraiment parachever ce travail de réinsertion. Ouais, votre avis, Dominique Vérien, sur la difficulté pour un entrepreneur de se dire je vais. En fait, ça dépend beaucoup de la raison pour laquelle il est en prison. Oui. Enfin, je sais que la prison dont je parle, où il y a beaucoup d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, pour le coup, il y a effectivement des employeurs qui sont un peu réticents s'il y a pas mal de personnel féminin dans l'entreprise. Oui. Donc c'est vrai que sans avoir un vrai suivi, c'est forcément, on peut comprendre leur crainte. Oui, c'est du cas par cas. Après, ça dépend vraiment, c'est du cas par cas. Et puis ça dépend. Et justement, je pense qu'il doit y avoir un suivi à la sortie, un accompagnement à la sortie pour vérifier que ça se passe bien. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cette peine qui peut se décomposer avec une peine de prison, soit si on est pris, et qu'après il y ait une peine où on est en dehors de la prison, mais encore suivi.
pour vérifier que les choses peuvent bien se passer. Merci beaucoup à tous et c'était passionnant et à bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain 18h 22h pour un nouveau Sens Public. Notez que l'ancien Premier ministre Laurent Fabius sera l'invité d'Oriane Mancini dans notre matinale demain. Il sera notamment question évidemment des 10 ans des accords de Paris et ce sera aussi le thème de l'un de nos débats demain. Belle soirée.